autre. Donc, on peut commencer. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Ces 2 journées de travail ont été intenses et très, très riches. Et nous allons conclure avec cette table ronde. Bien, cet espace ne permet pas d'installer une table ronde avec une interaction physique horizontale, mais nous ferons de notre mieux pour caler l'air. Je vous présente brièvement et avec grand plaisir Ute Eidman et Lilian Louvel, que vous connaissez bien. Ute Eidman est professeure émérite de littérature comparée à l'Université de Lausanne, où elle dirige le Centre de recherche en langue et littérature européen comparée. Elle a consacré ses recherches au plurilinguisme, à la diversité culturelle européenne et au développement d'une méthode de comparaison différentielle des textes basée sur l'analyse discursive. Elle est attentive à l'interdisciplinarité dans les sciences humaines. Elle a travaillé sur la réécriture des mythes classiques, le conte traditionnel et la pratique de la traduction littéraire. Parmi ses ouvrages, je vous rappelle Sciences du texte et analyse des discours, un jeu d'une interdisciplinarité, le texte littéraire pour une approche interdisciplinaire, textualité et intertextualité du conte Perrault appelé La Fontaine d'Héritier jusqu'à La Babele in cui viviamo, traduzioni e scritture culture avec Silvana Borutti. Lilian Louvel est professeure émérite de littérature britannique à l'Université de Poitiers. Elle est spécialiste de littérature britannique contemporaine et du rapport mot-image, membre de l'International Society for Intermediate Studies. Elle a écrit de nombreux articles sur ce sujet et publié beaucoup d'importants ouvrages sur les relations entre le mot et l'image, l'œil du texte, paru en 1998, Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray, Le double visage de l'art, Test image, image à lire, test à voir, et enfin le tiers pictural pour une critique intermédiaire. Donc, on a beaucoup réfléchi à ce sujet dans ces 2 journées. Le mot et l'image constituent 2 modes de mise en forme du réel, de nature très différentes, que la critique s'est efforcée d'une part de distinguer et d'autre part de mettre en relation. Vous avez toutes les 2, de manière différente mais convergente, fondé vos théorisations sur la possibilité de concevoir de manière irénique, comme Lilian Louvel le souligne à plusieurs reprises dans le tiers pictural, la relation entre 2 entités aussi différentes que le texte et l'image. À propos de la présentation de Michele Cometa hier, Ute Eidman a utilisé le terme de fusion, soulignant que ce qui dichotomise permet également une fusion. Au cœur de votre travail se trouve évidemment la conviction de la possibilité d'un dialogue iconotextuel. Donc, la première question, c'est pourriez-vous expliquer vos méthodes et leur application et aussi expliquer comment la méthode de l'une peut avoir ou a eu des réverbérations sur celle de l'autre. Et peut-être vous pourriez faire aussi quelque sorte de, je dis, self-positioning et nous dire les raisons pour lesquelles vous avez eu l'exigence à un certain moment de votre recherche de travailler sur les rapports image. Donc, Lilian Louvel va prendre la parole d'abord. Merci Sarah, et je tiens à remercier bien entendu Marco, Marta, Luca pour leur aide et leur invitation aussi, et l'association des comparatistes suisses aussi de m'avoir permis de venir ici. Et nous avons le président et la secrétaire ici, donc, et vous avez votre réunion après. Merci beaucoup. Je tiens à vous signaler simplement qu'en tant que présidente de IAWIS, the International Association for Word and Image Studies, nous venons d'avoir notre congrès au Brésil et le prochain congrès, qui risque de vous intéresser, se passera en 2026 à Amsterdam.
Donc, nous nous réunissons jeudi soir, notre bureau, et vous allez avoir, bien sûr, très vite, nous discutons encore du schéma et de la proposition de programme. Donc, vous allez avoir ça sur notre site aussi très rapidement. Et je vous signale également une autre association qui est the European Society for the Study of English, dont j'ai été présidente, l'association internationale, enfin non, européenne, celle-ci, d'études de l'anglais, qui aura son congrès l'année prochaine à Lausanne, et je vais y réunir un workshop là sur, devinez, texte-image et intermédialité. Donc vous pouvez toujours regarder à la fin du mois d'août à Lausanne l'année prochaine. Bien, alors moi j'ai préparé des choses, je vais essayer de faire peut-être un peu plus court, mais on va voir, pour répondre en réponse à votre invitation, et je vais parler bien entendu de littérature et de visualité, du lisible-visible, en commençant par dire que la recherche, ce qu'on a nommé les études texte-image, a été longtemps considérée comme faisant partie des études comparées littéraires. Traditionnellement, la littérature comparée consistait à étudier en parallèle des œuvres publiées dans des langues différentes mais comparables sous divers aspects thématiques, poétiques, stylistiques, contextuels. Ceci incluait la traduction, des parallèles entre les genres, les origines des auteurs. La comparaison entre deux formes artistiques mises en relation dans des formes littéraires, des formes visuelles, en 2 dimensions, en 3 dimensions, la peinture, la tapisserie, la sculpture, l'architecture, les films, les vidéos, les jeux vidéo, qu'ils soient matériellement présents dans l'œuvre littéraire, poésie, roman, nouvelle, qui les cite ou les décrit sous forme de l'ekphrasis, et ceci a pris beaucoup d'ampleur. Bien sûr, l'ekphrasis et l'out pictura poesis, on en a parlé d'Horace, ont été les outils principaux utilisés pour travailler sur la description d'œuvres d'art, déclenchant le rapport texte-image. Donc, dans ce que je vais dire, qui était préparé, on va retrouver beaucoup d'échos de ce qui a été dit pendant ces 2 journées. Désormais, il y a un champ disciplinaire reconnu, spécifique, attribué à ces études comparatives incluses, soit dans les départements de littérature comparée ou les départements de littéraire, selon les universités. Nous avons à Poitiers un axe intermédialité désormais dans notre laboratoire de recherche, actuellement dirigé par une professeure de littérature comparée. Nous allons donc retrouver des points abordés au cours de ce colloque et je vais vous parler de quelques points théoriques qui m'importent. La question du dialogue, que je conçois comme irénique, entre texte et image, entre littérature et art. Le refus de l'impérialisme du langage qui continue de se manifester dans les expressions utilisées, lire un tableau, que veut dire ce tableau, langage de l'art, cette image est-elle parlante ? Michel Picard signale un défaut du langage qui ne comporte pas de terme symétrique à celui de lecteur pour désigner celui qui regarde un tableau, ce qui n'est pas le cas en anglais. On dit l'amateur, le spectateur, le regardeur, l'observateur, le récepteur, le voyeur, qui ne coïncide pas avec cette activité qui, elle aussi, reste en manque d'un terme spécifique. Je ne vais pas tout lire, je vais vous mettre pour aller un petit peu plus vite, mais je vous mettrai les citations ici. Et ça, c'est Michel Picard dans La Tentation, essai sur l'art comme jeu. Et donc, il parle du manque, il parle de la question de vocabulaire, de ce trou dans le lexique en français, d'où est partie cette réflexion et qui constituerait l'indice d'une déficience. Et donc, il développe tout cela. À qui alors s'adresse le discours du tableau ? On le voit, le point de vue ici est critique. Si l'on part de discours, alors le spectateur devient lecteur qui doit déchiffrer un texte. Si on reste dans le spectacle, alors il s'agit de contempler, de voir avant de formuler. S'agit-il d'être voyeur et de rester dans le désir, de surprendre, l'interdit caché, on l'a vu avec les fesses de Vénus. De quoi plonger le spectateur dans une profonde mélancolie. Face à ces positions, oui, pour ne pas dire autre chose. La discussion a été vive et l'on a taxé les partisans de ces discours ou langage de l'art de réduire l'image au langage. Et l'on a invoqué l'impérialisme du langage. Là, je cite Gilman dans Interart Studies and the Imperialism of Language in Poetics Today.
The new interdisciplinarianism turns out to be a new imperialism in disguise, and, as was to a large extent also true of the old imperialism, not so old I would say, its weapon for colonizing, reducing, and ultimately burying the natives of the visual realm is language. On a aussi vu ce rapport en termes de domination, de sexisme aussi, pour paraphraser Lessing, paintings like women are ideally silent, beautiful creatures designed for the gratification of the eye, in contrast to the sublime eloquence proper to the manly art of poetry. On a évoqué tout ça. Impérialiste, sexiste, le rapport entre texte et langage, quand la transposition est vue en termes de réduction par le langage, en tout cas est appréhendée aussi comme une forme d'iconoclasme dont parle Gilman. The new iconoclasm, the desire to see the image as a language. Contre ce nouvel iconoclasme, dont Barthes était coupable aussi dans Théorie de l'image, et lorsqu'il décrit l'image, si vous vous souvenez, du déballé du marché, il utilise les termes de la stylistique et réduit l'image. Donc on réaffirme l'hétérogénéité entre les deux, l'irréductibilité de l'image au texte, ce que dans un bel article Régis Durand appelle leur incommensuratio, leur incommensurabilité. L'image est dans le refus de se laisser phagocyter, car il y a une différence entre traduire de texte à texte, de langue à langue, voire de même langue à même langue, comme Jacobson le posait, selon les trois formes de la traduction. 1. Intralingual ou reformulation. 2. Interlingual ou traduction. 3. Traduction intersémiotique ou transmutation, qui consiste en l'interprétation des signes linguistiques au moyen de systèmes de signes non linguistiques. Ici se pose donc la question du langage et de l'image, et celle de la part de l'imagination quand on passe du texte à l'image, de l'image au texte. La métaphore du passage est elle-même parlante, ce qui m'amène à la deuxième proposition, la transposition artistique, celle du dialogue infini et des conditions de visibilité qui sont très importantes. Je compte également les développer grâce à la transaction, la transposition, ce que j'appelle changer le texte. Proposition pour une transposition intermédiale. Face à un tableau, on verbalise, et la littérature ne s'en prive pas. L'image déclenche du discours en plus, voire un brin superflu. Le dialogue infini ou la relation infinie dont parlait Michel Foucault met en regard le texte et l'image. La formule est célèbre, énoncée à propos des Ménines. On a beau dire ce que l'on voit ne loge jamais dans ce qu'on dit. Ici se dit la difficulté de dire l'image, d'en passer par le langage, ce qui est une énigme, celle du dire la peinture. De rendre, le terme est important, rendre avec des mots à la peinture ses couleurs. Foucault exprime ici l'irréductibilité qui régit les rapports entre le texte et l'image. Et pourtant, il parle de zones grises. Alors, je retourne en arrière et on va y revenir. Depuis l'aphorisme de Simonide de Chéos, le paragone, la formule d'Horace, le pictura poesis, la poésie comme la peinture, on a cessé de les rapprocher. Et on est donc bien obligé de rendre compte de ces relations. La transposition peut être une modalité permettant de rendre compte de ce rapport. Mais pour évoquer l'opération qui a lieu, on peut utiliser les termes suivants, la translation, l'illustration, l'équivalence, le remplacement de l'original, la transmutation, le commerce, le dialogue, la conversion. Et comme le change opéré entre deux monnaies, il y a toujours un reste, une différence de valeur dont quelqu'un paye le prix. La balance n'est jamais exacte, le compte ne tombe pas juste. Le reste est alors la part d'imaginaire laissée en suspens entre deux qui n'en finit pas de donner du jeu au texte pris dans le rapport infini. Et voilà Foucault, mais le rapport du langage à la peinture est un rapport infini. On a beau dire ce qu'on voit ne loge jamais dans ce qu'on dit. Mais si on veut maintenir ouvert le rapport du langage et du visible, si on veut parler non pas à l'encontre,
mais à partir de leur incompatibilité, de manière à rester au plus proche de l'un et de l'autre, alors il faut effacer les noms propres et se maintenir dans l'infini de la tâche. C'est peut-être par l'intermédiaire de ce langage gris, anonyme, toujours méticuleux et répétitif, parce que trop large, que la peinture, petit à petit, allumera ses clartés. Si les auteurs insistent bien sur l'irréductibilité, l'incompatibilité, la dissemblance entre les deux codes sémiotiques, néanmoins, à condition même que la peinture soit un code sémiotique, force nous est de constater l'acharnement à poursuivre dans les textes de fiction l'opération de transmutation de ce que Philippe Hamon appelle l'increvable ut pictura poesis. Proposons alors une nouvelle figure de l'écrivain, celle du changeur, à l'instar des changeurs de Quentin Metsys qui pèsent, qui évaluent, qui échangent les monnaies, sans oublier sur leur table le petit miroir convexe qui réfléchit l'extérieur et convertit donc l'invisible en visible, l'absence en présence. La monnaie, on le sait, n'étant que la représentation d'une valeur absente, et que dire des cartes sans contact, ceci a fortiori depuis l'invention des assignats, de la lettre de change ou de créance, du papier-monnaie. La transaction intermédiale est une négociation interartistique sur le mode de l'oscillation, lorsque l'image marchande son inscription avec, dans le texte, et recourt à la transposition. Alors l'écrivain, changeur du texte, passe l'image au crible du langage. Transposition implique qu'il y a passage, trans, inter, de l'un dans par l'autre. Il y a donc changement de position qui peut être interversion, chassé-croisé ou tout autre. Le rapport au monde en est modifié. Le terme de transposition est un terme de musique, de jeu, de mathématiques, de grammaire et de traductologie. Bref, il appartient au monde où les règles sont fortes et peuvent donc être variées, transportées dans un autre système. Qui dit transposition dit transformation, transmutation, mais en ce qui concerne le texte et l'image, il n'y a pas remplacement de l'un par l'autre, ce qui pourrait se concevoir peut-être en traduction. S'agit-il d'un rapport ou d'un transport ? L'analogie, pour Kant, est un mot qui ne signifie pas, comme on l'entend ordinairement, une ressemblance imparfaite entre deux choses, mais une ressemblance parfaite de deux rapports entre des choses tout à fait dissemblables. Plus que les langages de l'art, pour parler comme Nelson Goodman, va se poser la question du langage et de l'art, à l'intérieur d'une forme d'art, le texte littéraire. Il s'agit donc là d'un double décrochement à ne pas oublier. La difficulté sera que l'on se trouve sur le terrain littéraire et non seulement linguistique. The real difficulties in interlingual translation of poems occur on the literary and not linguistic level. Troisièmement, ma proposition de l'entre-deux est la condition de ce que j'ai appelé le tiers pictural, the pictorial third dans les traductions, ainsi que le mouvement oscillatoire de l'image mise en mots. Ni ici, ni là. Nous sommes dans la phénoménologie de la réception et de la lecture, ce que j'appelle aussi parfois la voyure du lecteur-spectateur. Ces réflexions concernant les modalités de la transposition permettent de repenser le rapport entre texte et image, de mieux saisir ce qui se passe dans cette translation, dans ce transport de l'un vers l'autre, grâce à leur analogie fondamentale vue comme, je recite Kant, vue comme ressemblance parfaite de leur rapport malgré leur dissemblance, tension de leurs différences écarts qui appellent aussi à leur rassemblement, processus dynamique très important. Cette instabilité de l'iconotexte, son oscillation sans fin, résulte de la mise en rapport du texte et de l'image et elle fascine l'écrivain et le lecteur, car elle les loge constamment dans la transposition, dans la transaction, dans la négociation, et leur impose une écriture ou une lecture dynamique, active, là d'où l'image donne l'impulsion à travers le texte, à travers la parole qui lui permettent de se lever, ce que l'on peut appeler une opération de conversion, de change aussi,
le change du rapport. Le tiers pictural, c'est... alors là, on va passer dans cette période-là et je vais aborder la question du sensible et du corps, parce qu'on oublie toujours qu'on a un corps, donc on en a parlé, et le corps est important. Et donc, le tiers pictural, c'est ce que j'ai construit sur le tiers inscrit de Michel Serres et le 3e livre de Derrida. Derrida, parlant de Jabès, a évoqué le livre. Et le livre qui est entre ses mains n'est pas le livre que Jabès a pensé, ce n'est pas non plus le livre qui est inscrit là, c'est en fait celui qu'il a en tête. Et donc, c'est son 3e livre, et moi je parle du tiers pictural avec l'idée que lorsqu'on lit une description d'image dans un texte, cette description vient dans ce qu'en anglais on appelle aussi the mind's eye. Il se passe quelque chose dans le cerveau qui fait qu'on construit une image qui n'est jamais celle que l'écrivain a voulu inscrire, qui n'est pas celle que l'on lit, qui est notre production, qui est notre réaction. Tout le monde a fait l'expérience. Madame Bovary, on va la voir au cinéma, c'est pas du tout comme ça qu'on la voyait. Donc voilà. Donc en fait, ça reprend aussi la lecture comme jeu, puisque c'est un jeu qui se passe ici dans nos têtes. Catherine Perret disait du miroir des Ménines, si vision il y a, le lecteur n'en est ni le détenteur, ni la source, mais la chambre noire. Voilà, notre cerveau, c'est la chambre noire, le panoptique secret, l'écran de projection. Le miroir fait du spectateur ce lieu vide où le tableau apparaît, fait image. C'est Catherine Perret dans un très beau livre qui s'appelle Les porteurs d'ombre. Le tiers pictural est donc une dynamique, c'est un mouvement entre deux, une énergie qui entraîne un surplus de sens et d'affect, une rêverie qui danse entre les deux, ni texte, ni image, quelque chose qui bouge entre les deux, quelque chose de vivant, qui n'est pas superflu, mais qui arrive, qui survient à ce moment-là du texte, et on va retrouver un petit peu plus loin quelque chose qui survient dans le texte. C'est donc une opération, une performance, on est dans l'ordre du sensible. Le tiers pictural entre le texte et l'image fait advenir autre chose, ce qui joue entre les deux. C'est comme une image flottante, un petit peu comme cette image dont parlait Descartes, l'image virtuelle ou réelle, une image, il appelait ça une image en l'air. Elle est suggérée par le texte, et c'est quelque chose de très important. Je vais vous mettre une citation de Bernard Vouilloux dans la peinture, dans le texte, qui parlait aussi de quelque chose qui se jouait entre deux, mais qui n'était pas le tiers pictural, mais qui est quelque chose d'intéressant aussi. Toute production linguistique qui prend l'image pour l'objet est impliquée dans l'ensemble du texte culturel, lequel se stratifie en une multiplicité d'occurrences discursives. Il parle là aussi de l'interprétant du tableau, et il parle d'un terme média, quelque chose qui est entre. Ce que je nomme le tiers pictural n'est pas tout à fait du même ordre, mais je dirais, à l'inverse, que c'est l'entre-deux qui fait advenir le tiers. C'est parce que c'est entre deux qu'il y a un tiers qui arrive, qui est un événement du mouvement produit par ce passage entre deux médias. Il ne s'agit pas d'un tiers qui rendrait possible le passage. Il est le produit d'un certain nombre de techniques de translation, et le tiers pictural a des effets multiples, dont par exemple l'événement de lecture dont je vais vous parler. J'emprunte à Louis Marin cette expression. Et l'on va parler des affects. C'est le corps qui continue là. Alors, j'ai trouvé un truc, j'étais très contente que j'ai trouvé ça. Et vous allez voir pourquoi. Alors voilà, Louis Marin qui parle à un moment de ce qui lui est arrivé. Il m'arrive, et je pense que la chose est plus fréquente qu'on ne pense, qu'en lisant, soudain survienne ce que l'on pourrait nommer un événement de lecture. Un événement au sens très humble de ce qui advient, de ce qui arrive dans ce qu'on lit, sans s'annoncer, presque imprévisible. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé à ce Louis Marin, que j'adore ? En fait, voilà ce qui lui est arrivé. En lisant les manuscrits de vie de Henri Brulard, il est tombé sur ce... Alors, il vient le prochain ? Non, alors c'est pas ça. Sur ce manuscrit, et dans ce manuscrit, il a trouvé 2 dessins. En voici un, il y en a un autre. Et puis ça, c'est dans autre chose qu'il est là.
Et là, il était en train de lire les manuscrits, tout d'un coup est arrivée une image. Et ça l'a arrêté dans sa lecture, donc il a analysé ce qui se passait à ce moment-là. Alors, il se passe une chose qui est très intéressante, c'est que dans sa lecture, le corps, qui est souvent oublié et négligé, les apports cognitifs, on parlera de la cognition, on en a parlé un peu, la question de la lecture doit être remise en perspective dans cette approche intermédiale plus holistique. Quand l'image survient dans un texte, elle le rompt, elle l'interrompt, elle le disjoint, elle objecte, comme dirait Jeanette Winterson, word objects, art objects, jeu de mots, et provoque une bifurcation, un vacillement, un flottement de la pensée, un petit peu comme celui du crâne, là, que l'on a en bas, nacré de l'anamorphose. Voilà. Et provoque un suspens, ici. Ce qui m'a intéressé aussi, c'est que ce dessin de Stendhal, il y a 2 dessins en fait, il y en a encore un autre. Je les ai retrouvés chez Sebald. Incroyable. Sebald interrompt son texte avec ce dessin de Henri Brulard, Stendhal, dans Vie de Henri Brulard, il l'interrompt ici et l'utilise. Dans Austerlitz ? Pardon ? Austerlitz ? Dans Austerlitz ou dans quel non, celui-là, il est dans... je ne sais plus si c'est dans Austerlitz. Celui-ci, Bale is a Madness. Je ne me souviens plus dans quoi je l'ai trouvé, celui-ci. Putain, je l'avais noté. Je te dirais. Je ne sais plus si c'est dans Austerlitz ou dans Emigrants. Je regarderai. Peut-être. Il l'anime et le met en mouvement. Le tiers pictural, donc, serait donc cet écran où se jouerait le petit drame du montré caché. Là, on a vraiment l'événement de lecture. Nous avons ici une sorte de petit drame du montré caché, comme dans le tableau vivant, où la chair apparaissait sous le maillot troublant, une pulsation, diatole et systole, apparition-disparition, aphanésis-épiphasis qu'évoque Georges Didi Huberman, dont nous parlions hier soir. L'allusion picturale montre et masque. Voile discursif, elle provoque une excitation et suscite le désir. Le corps est partie prenante. Des affects sont mis en branle, des forces libérées, Deleuze, capture de force. C'est là où nous touchons à une autre discipline, celle des émotions, celle des sciences cognitives au croisement de la neurologie et de la psychanalyse concernant la question des images mentales et des émotions, après le travail de Lionel Lacache, de Damasio, de Schaeffer, entre autres. Ceci pourrait être une nouvelle ligne de recherche, une autre idée de recherche, pour citer Proust et Barthes. 5e, pour finir, et donc l'intermédialité. Arrivé relativement récemment sur la scène théorique, du moins par rapport à l'ekphrasis, du passage de la transposition d'image, picture ou image, en anglais on a les deux, cette question doit être abordée. Nous aurons la chance de côtoyer et d'écouter Irina Rajewski, qui a été l'une des premières à théoriser le phénomène. Ainsi, l'intermédialité, l'art célestrum, la transmédialité sont augmentées, comme on le dit, de la réalité, de la théorie de la remédiation, avec Bolter et Grissin, et de la prise en compte de la multimodalité, pour citer Alison Gibbons, dont j'ai essayé de proposer une modeste cartographie dans un article récent publié à Nanterre. Depuis l'avènement de l'outil numérique, l'étude des rapports entre les arts, et d'abord entre texte et image, images fixes, filmiques, digitales, etc., s'est enrichie des études communicationnelles et sociétales. Elle a englobé d'autres textes, d'autres genres de textes, cette fois décrivant ou incluant publicités, reportages, articles de journaux, films, vidéos, séries, bandes dessinées, images virtuelles, de synthèse, dispositifs d'hyperlien et d'images. On a vu tout ça au cours de ces journées, sur les divers écrans et desktops dont nous disposons. Ceci a amené la critique et la théorie à s'adapter à cette évolution, à étudier la référence à des types d'images inédits jusqu'alors, et aussi à se pencher sur leur présence matérielle ou virtuelle de plus en plus manifeste dans, à côté, en parallèle à des textes littéraires depuis le tournant du XXe siècle. On était bien dorénavant bien installé dans l'ère du pictorial turn annoncé par Mitchell. Les études comparatives des textes-images ont demandé de nouveaux concepts
adapté aux médias émergents, entraînant le réexamen des concepts appliqués aux études littéraires. L'apport des uns a eu un effet en retour sur les supports et les formes anciennes des autres. La transposition d'art du départ a mis à contribution la communication, la linguistique, la sémiotique avec Barthes. Mais désormais, la cognition devenait nécessaire. Tout cela, tous ensemble, pour analyser les nouveaux objets produits par les médias. J'ai contribué à un numéro de Poetics Today qui s'intitule The Ekphrasis in the Digital Age, récent, sous la direction ici de... j'ai oublié, ça va me revenir. En retour, ils se sont mis à enrichir la palette des études critiques littéraires, visuelles et graphiques, dont l'abondance de nouveaux médias mixtes, mais un médium est toujours mixte, rappelle Hallett, signant Mitchell et McLuhan. All arts are composite arts. C'est là que résonne l'analyse de Walter Benjamin, il y a longtemps qu'on ne l'avait pas cité. En fait, toute forme d'art achevée se trouve au croisement de 3 lignes évolutives. En premier lieu, la technique, qui prépare laborieusement l'apparition d'une forme d'art déterminée. En second lieu, les formes d'art traditionnelles, à certains stades de leur développement, travaillent péniblement à produire des effets qui, plus tard, sont obtenus sans contrainte par la nouvelle forme d'art, ce qui s'appelle l'épuisement. En troisième lieu, des transformations, souvent peu apparentes de la société, entraînent dans le mode de réception un changement qui favorise la nouvelle forme d'art. Chaque fois qu'apparaît une demande foncièrement nouvelle, frayant la voie à l'avenir, elle dépasse son propos. Donc l'apparition d'une technique nouvelle, l'épuisement des formes anciennes, les transformations sociales, ces 3 facteurs d'évolution artistique identifiés par Benjamin ont bien contribué au développement, on l'a rappelé, de la photographie, du cinéma et désormais des œuvres et productions digitales. Certains, comme Crispin Thurlow, ont analysé des publicités comme celle d'une croisière luxueuse, démontrant l'utilisation de médias. Irina Rajewski a démontré comment un ballet peut être élaboré en citation picturale avec Korper, le ballet de Sacha Walst, qui inscrivait dans un cadre géant des corps en lent mouvement produisant l'effet d'un tableau animé, un vrai tableau vivant. Ce bel exemple de référence intermédiale transgressait les frontières interartistiques et parfois aussi, ironiquement, son cadre matériel. La littérature a elle aussi témoigné de sa plasticité et de sa générosité d'accueil, ainsi que de la grande puissance de l'image, désormais inévitable au cœur même des œuvres. Nous voici loin du combat viril entre les arts, le paragone, une vision assurément plus irénique et conciliatrice. Le statut du livre également a dû changer. On a vu quelques exemples. Irina a montré ce matin, a parlé de Danielewski. J'ai beaucoup travaillé sur House of Leaves, aussi Foe, Jonathan Safran Foe, avec Immediately Extremely Loud, and so on, and so on. And also, le livre dont je vous ai parlé, de Barbara Hodgson, The Sensualist, que l'on déplie et qui provoque un effet de volume d'entour, et aussi un autre de ses livres qui s'appelle The Lives of Shadows, et qui se passe entre 2 bombardements français sur la Syrie, sur Damas, 1925-1945, avec l'histoire d'une maison qui a été détruite. C'est toute une histoire. Mais il y a des calques, il y a des tas de choses à sortir, c'est extraordinaire. Et voir comment la critique s'est donc adaptée à ces objets d'étude en multimutation. Puisqu'il a fallu changer la critique s'était approprié le terme d'intermédiat utilisé par Higgins dès 1966 et a poursuivi sur la voie ouverte par Hansen Love dans les années 80. À l'horizon 2000, la critique des dispositifs, avec Arnaud Riquer et Philippe Hortel, avait proposé des lignes de recherche fructueuses, faisant du dispositif un outil majeur dont les attendus se retrouveront dans les différentes critiques intermédiaires. Pour Philippe Hortel, je cite, « Un dispositif est une matrice d'interaction potentielle ou, plus simplement encore, une matrice interactionnelle. Un livre illustré, par exemple, génère, chez le lecteur, des parcours de lecture multiples entre texte et images. La critique des dispositifs est quelque chose de très intéressant. On parlera aussi de multimodalité avec Alison Gibbons
dans ses définitions et usages de la multimodalité, ainsi que le recours nécessaire aux techniques issues de la cognition dans ce que Gibbon nomme « Multimodal Cognitive Poetics » dans son livre de 2012. Recourant à l'existant donc et substituant toutes sortes de préfixes, la critique française, anglo-saxonne, germanophone, scandinave, italienne n'a pas manqué de travailler sur ce sujet et les centres de recherche de se déployer. Les publications riches de propositions théoriques se sont multipliées. À la suite des travaux fondateurs sur les phénomènes d'intertextualité, on a vu émerger la médialité, la transmédialité, l'intermédialité, la combinaison de médias, la transposition intersémiotique, la remédiation, multimodalité, etc., and so on and so forth. L'arsenal théorique, l'incursion des figures marquantes. Irina Rajewski, l'une des figures marquantes de l'évolution et du départ des théories intermédiales dès le 2005, dans son article « Resté célèbre », distingue 3 sous-catégories de l'intermédialité, la transposition intermédiale, comme l'adaptation filmique de romans, la combinaison médiale, à l'œuvre à l'opéra ou au cinéma, qui combine plusieurs formes médiatiques dans une seule forme autonome. On parlera aussi de transposition intermédiale lorsqu'un genre, comme par exemple la structure d'un roman policier, sera adapté à l'écran, en bande dessinée, en roman graphique, etc. Enfin, la référence intermédiale signalera la présence de la référence dans une œuvre, référence à une œuvre, à un film, à un roman. On a vu pas mal d'exemples de ça. Nous sommes en plein jeu d'anamorphose et la transmédialité est le fait d'importer un trait caractéristique d'une œuvre ou d'un genre dans une autre œuvre. On pourrait ajouter les travaux de Werner Wolf, que Gabriel Rippel a intégrés sur la musique, de J. David Bolton Grissel sur la remédiation, and so on and so forth. Le roman multimodal serait un sous-genre du récit multisémiotique, comme défini par Wolfgang Haller et plus ou moins adopté et nuancé par Gibbons. Nous avons déjà rencontré donc Extremely Loud and Incredibly Close de Jonathan Safran Foer, 2005, ainsi que House of Leaves de Danielewski, 2000, qui répondent bien à la définition de Hallett. Donc, voilà, bon, et puis, dans ces études, utiliser la perception, on l'a vu, la cognition, les phénomènes de réception, dans la lignée des théories de la lecture de l'école de Constance, Jauss et Iser. On pourra parler d'une poétique cognitive pour Gibbons en prenant en compte l'impact et les réactions neuronales du lecteur. Well, les discussions vont bon train entre spécialistes et les études intermédiaires ont encore de beaux jours devant elles. Voilà. Merci. Donc, merci Liliane pour... ouais. Merci pour ce riche exposé. Hein? Tour d'horizon. Ouais. Il y a beaucoup à réfléchir, mais je voudrais donner la parole d'abord à Ute Heidmann, qui va peut-être vous répondre et élargir le champ. J'en sais pas. Voilà, donc je peux vous dire que mon PowerPoint comportait 45 dias et je me suis dit non, c'est pas possible. Et puis je ne veux pas vous écraser à la fin de ce magnifique colloque et je voudrais simplement, puis c'est notre dialogue aussi, hein, simplement vous faire part de quelques enjeux de la comparaison, hein, parce que c'est un peu je comprends qu'un comparatiste doit comparer et je me suis beaucoup occupée de l'épistémologie de la comparaison et j'aimerais juste vous donner quelques idées. J'ai beaucoup écrit sur cette méthode que j'ai appelée le comparatisme dialogique, différentiel, plurilingue. On pourrait ajouter à fur et à mesure iconotextuel, intermédial si j'y arrive, mais je n'y arrive pas encore, mais c'est pour ça que j'ai appris beaucoup de choses ici. Juste apporter quelques réflexions qui se veulent vraiment complémentaires. Je pense que chacun, on vient, et c'est ça qui est, disons, le fond de mes propositions, c'est
c'est l'idée que nous sommes devant des objets éminemment complexes et que cette complexité qui comporte déjà qu'il y a plusieurs acteurs, il y a les créateurs, il y a les récepteurs, il y a les producteurs, il y a les éditeurs, il y a les médiateurs. Donc, il me semble que c'est très important toujours de différencier. De différencier. Un des principes, je vais y venir, c'est, j'ai compris qu'un des grands problèmes pour la comparaison, mais je vais commencer un peu au début, un des grands problèmes de la comparaison, c'est qu'on l'a trop utilisé comme une comparaison universalisante. On n'a pas assez... je pense la pratique nous montre, et c'est la preuve, que les phénomènes sont extraordinairement complexe. Donc, la méthode pour faire face à cette complexité, ce n'est pas l'universalisation, ce n'est pas la généralisation, c'est la différenciation. Donc, c'est aussi dans le sens de Foucault. Il dit la comparaison archéologique n'a pas pour but d'avoir un effet réducteur, mais multiplicateur. Et je pense que tout est là. Donc, il y a une sorte de... J'ai essayé une sorte de renversement. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant puis vraiment sciemment de dire, moi, je vais essayer de différencier au lieu de généraliser. Et je voudrais commencer juste par quelques remarques, et puis après on verra en quoi c'est complémentaire, ou peut-être qu'est-ce que la méthode, parce qu'on parle beaucoup de textes, d'images, de discours, d'images, on n'a pas encore beaucoup parlé de comparaison, et qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que c'est? Ça doit être évidemment une méthode heuristique. C'est une méthode, et qu'est-ce que c'est une méthode? C'est un chemin, un passage, une voie, qui doit nous amener plus près de nos objets d'étude. Donc, nos objets d'étude sont complexes, et cette méthode doit nous amener au plus près de cette complexité, et pas forcément nous permettre de, comme dit Chamoiseau, auquel je me réfère beaucoup, il dit beaucoup, vous savez, peut-être les écrivains des Caraïbes ont amené un concept, un néologisme qui est la diversalité. Et la diversalité, c'est pas par hasard que ça s'appelle pas la différence, mais c'est parce que ça se substitue à universalité. La diversalité, c'est en fait une option à prendre. Ou bien, je pense, je vais travailler, je vais trouver tout ce qui est... trouver des universaux. On a beaucoup cherché en comparé les universaux. L'Europe a beaucoup cherché des universaux. Et là, tout d'un coup, dire oui, on peut prendre deux options. Ou bien on pense que le monde est universel, tous les universaux, ça vaut pour toute l'humanité, ou bien on pense, non, le monde est diversel. C'est-à-dire, le présupposé de base, c'est le monde est diversel. Et au lieu de dire le monde est universel. Ça change beaucoup de choses. Parce qu'on a une reconnaissance fondamentale, et c'est une option. On peut dire, voilà, pour moi, le monde, les êtres humains sont pareils, ils mangent pareil, ils se comportent pareil, ils devraient le faire, en tout cas. Mais on peut aussi dire, non, je suis à tout moment confronté à une diversalité. Mais la diversalité est aussi une unification, mais par rapport au diversel, dit Chamoiseau. Donc, cette option, et je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant comme opération mentale de chercher à diversaliser ou à différencier qu'à universaliser. Et ça, c'est une option. Et je voudrais maintenant juste reprendre, j'ai commencé à réfléchir, évidemment, comment maintenant je peux utiliser cette façon de différencier. Et cette façon, il y a quelque chose qui est lié à la découverte de la différenciation comme processus. D'abord, vous allez voir, je m'intéresse primordialement au processus de la création. C'est-à-dire, j'essaye, c'est deux faces d'une médaille. On est d'accord, il y a la production, les créations, et puis après, il y a la réception.
hein. Tu as beaucoup parlé effectivement hein, de la réception et qu'est-ce qui se passe dans le spectateur. Je ne savais pas qu'il n'y avait pas de mot, mais c'est vrai, un spectateur, c'est plutôt un théâtre. Hein, et qu'est-ce qui se passe? Mais on peut aussi essayer, c'est très compliqué bien sûr, hein, c'est une analyse qui essaye bien sûr, toujours hypothétiquement, de retracer ce processus de création, mais à partir de l'objet. Hein, comment est-ce que se crée un texte et comment se crée une image, et de voir comment ça se passe. Et effectivement, on découvre, quand on retrace, donc j'ai une conception discursive du texte, c'est-à-dire je comprends un texte pas comme un petit tapis, comme dans le structuralisme, hein, un petit tapis qui est plane, après on peut le disséquer, puis voilà, il y a telle et telle phrase, etc. Je comprends le discours comme quelque chose qui se déploie dans le temps. Donc un texte n'est pas le même au début qu'à la fin. Hein, donc on traverse avec ce texte, c'est donc un processus. Et je parle de dynamique discursive. Hein, quel est quand un narrateur commence une histoire, il doit, et ça c'est un terme de Maguenot qui est très utile aussi pour nous, il doit construire une scène d'énonciation, une scénographie. Hein, il doit choisir un dispositif discursif cette fois, hein, il doit dire voilà, mais c'est quand même une scène. Il construit une scène. Voici moi le narrateur, si je suis moi. Voilà, il y a les personnages, etc. Il appelle ça une scène d'énonciation, et c'est en fait ce qu'on analyse, c'est le dispositif d'énonciation. Ça pourrait correspondre au dispositif visuel. Hein, dans le tableau, voilà, on cadre, etc. Donc voilà, j'analyse, ou j'ai analysé dans tous les travaux que j'ai faits, j'ai analysé toutes ces dynamiques discursives qui vont construire un texte. Je parle de texte toujours en ce moment, hein, qui vont construire un texte et qui vont un texte conçu comme discours à une visée. Comment on va ce narrateur ou cet écrivain va remplir cette visée, et quel est le but, quel est l'objectif qu'il veut atteindre. Donc toutes ces dynamiques que j'ai différenciées, que j'ai justement essayé d'extrapoler, c'est donc les dynamiques énonciatives. Hein, on pourrait dire, est-ce que ça existe? Et maintenant, j'essaye de trouver des termes ou des modalités qui pourraient avoir un parallèle dans la production d'une image. Est-ce qu'on parle de l'énonciation graphique, par exemple? On parle d'énonciation filmique. Est-ce que, c'est Liliane qui va nous dire, est-ce que c'est de l'impérialisme? Est-ce qu'il faut parler de rendre visible? Je vais y venir, parce que je pense que je voudrais encore commenter le titre sous l'ordre del visibile, et aussi le sous-titre Letterature comparate et visualita. Hein, parce que c'est ça, à quoi ça nous rend attentifs? Je ne suis pas encore vers l'intermédial, comme tu l'as très bien expliqué. Je pense que c'est quelque chose qu'il faudra pour l'instant encore, même si l'iconotextuel, c'est aussi de l'inter, il y a différentes façons, mais le médium est encore quelque chose de plus, hein, par rapport à la matérialité. Donc, moi, je me suis occupée pour l'instant que de l'icono-verbal, si l'on veut. Hein. Mais toujours est-il que voilà, quand on a Marco, tu nous as proposé Letterature comparate et Visualita, hein, et j'ai aussi dans le descriptif qu'on a reçu, premièrement, je rends attentif, j'aime beaucoup travailler en Italie avec la langue italienne, parce que il met Letterature comparate dans le pluriel, dans lequel je pense qu'il doit être. Letterature comparate. On ne peut pas vraiment comparer la littérature. La littérature comparée, dans cette syntagme qui est toujours très usuelle, hein, aussi en France, maintenant ça commence à changer. J'ai quand même vu William Marx au Collège de France, il a aussi pris le pluriel, littérature comparée au pluriel. Ça veut dire, avec ce pluriel, évidemment, una comparatistica letteraria, elle compare les littératures. Elle compare les langues, les littératures, hein. Et en fait, mais c'est un pluriel. Et on va, en fait, quand on compare deux textes, deux œuvres littéraires, on va dire, voilà, comment se construit l'énonciation, comment se construit l'inscription générique, j'appelle ça aussi conçu comme une dynamique,
comment l'auteur inscrit dans une pratique générique. Et j'ai vu d'ailleurs dans ce que tu avais mis, enfin, je voulais d'abord dire que j'ai beaucoup aussi vous dire que ça fait depuis 3 ans qu'on dialogue avec Marco et aussi Silvana Boruti, qui est une philosophe spécialiste des sciences, épistémologie des sciences humaines. Et je dois dire, ce que je dis là, ça émane de notre discussion. Et aussi, Marco avait fait une conférence aux clés dans notre institut, groupe de recherche qui se poursuit maintenant sur le plan international, où il a justement essayé de répondre, et bien répondu aussi, qu'est-ce que c'est la comparaison iconotextuelle. Et il m'a donné un texte qui est vraiment extraordinairement enrichissant, Comparazione letteraria e visualità. Et là, tu utilises déjà ce terme que tu as aussi, de comparazione letteraria e visualità. Donc, qu'est-ce qu'il faut maintenant, et je suis partie de ça. Donc, moi, visualité, donc je dois maintenant comparer littérature, le verbal, si l'on veut, le littéraire et le visuel. Et quand on dit visuel, j'ai regardé visualita dans le dictionnaire et j'ai trouvé, le dictionnaire de Mauro, que visualita est un anglicisme, ça vient évidemment de visuality, qui a été importé des arts visuels déjà, donc c'est un terme et qui explique aussi l'effet que c'est produit sur, mais c'est beaucoup utilisé pour les arts graphiques et aussi pour la publicité, visuality comme impact ou visuel. Après, tu as traduit, ou je ne sais pas qui dans l'équipe, en français, visualité, ça n'existe pas vraiment encore, et c'est le Ray, par exemple, propose à la place, on dit oui, ça existe comme un anglicisme, mais pas vraiment encore usuel. C'est dire comment progresse l'impact aussi des arts visuels. Et il proposerait visualisation. Intéressant. C'est un processus. Je cherche les fonctions, je cherche les processus, parce que c'est très difficile. Erlmeyer l'a dit, qui est un comparatiste qui travaille entre les littératures asiatiques et européennes, ce qui n'est pas une chose facile. Il a toujours dit, mais c'est extrêmement difficile de comparer des textes ou des productions littéraires par rapport à leurs caractéristiques substantives. Il faut les comparer par rapport à leurs fonctions. Alors, visualisation, formidable, très bien. Là, on a un processus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, visualisation en français? Rendre visible. Rendre visible, très bien. Ça, j'ai 2 notions, rendre visible et qu'est-ce que c'est l'équivalent pour la littérature, rendre dissible. Donc là, j'ai, dans mon idée de comparer des processus et de les mettre en dialogue, j'ai commencé ma réflexion sur comment est-ce qu'on rend visible, comment est-ce qu'on rend dissible. Et la traduction que vous avez proposée, ou Marco, en allemand, am Rande des Sichtbaren, hätte auch sagen können, am Saum des Sichtbaren. La Sichtbare, c'est encore beaucoup plus explicite, c'est rendre visible, vraiment. Das Sichtbare, ce qui est visible. Et je trouvais que, effectivement, on n'est pas encore dans l'intermédiaire, on est vraiment dans le visuel. Et je trouvais... 1 heure est déjà passée, donc... Comment? 1 heure est déjà passée, on a jusqu'à 6 heures, si au maximum. Oui, oui. Là, ça fait... Oui, pas de souci. Alors, je m'arrête quand vous voulez. Je vais juste donner quelques impulsions par rapport à qu'est-ce que peut faire la comparaison. Donc, et là, quand on se dit, je compare les façons de rendre visible avec les façons de rendre dissible, là, j'ai vraiment... déjà, j'ai travaillé bien sûr ce problème sur plusieurs corpus et plusieurs aspects aussi. Le premier livre que j'ai fait s'appelle Die eigene Art zu sehen,
la façon individuelle de voir. Il s'agit d'une étude qui porte sur les récits de voyage du troisième tiers du XVIIIe siècle, qui, en fait, avec Carl Philipp Moritz, avec Jean-Paul, avec Georg Forster, etc. Et puis c'est très intéressant parce que ce que j'avais constaté aussi dans la comparaison avec des récits, c'est des récits en Angleterre, mais aussi des récits de dernière Defoe et d'autres. Et j'avais compris, et j'ai vu que on pourrait, les écrivains de voyage, les auteurs de récits de voyage comprennent ce que Michele appelle un régime scorpico, une façon de voir. Et on découvre, évidemment, en relation avec le paradigme kantien, on ne peut pas saisir la chose en soi, on ne peut que percevoir c'est notre façon de voir. Donc, il y a tout un travail à partir de cette époque, plus explicite que jamais, sur si je veux décrire l'Angleterre, il faut que je décrive ma propre façon de voir. Et c'est extraordinairement riche parce que ça devient Carl Philipp Moritz, qui est un peu le paradigme, il a disait Erfahrungsseelenkunde. C'est aussi l'auteur avec aussi un grand roman qui s'appelle Anton Reiser, issu du piétisme. Il a en fait mis en relation cette façon de voir il a compris qu'il avait une sorte de claustrophobie réel, et il essaye de comprendre pourquoi il ne peut pas passer dans une grotte sans avoir des terribles angoisses, etc. Ça, c'est pour ton corpus, Michele, sur l'inscription de l'angoisse. Mais en fait, que la littérature va aussi, et Michele, tu l'as dit, va être le lieu de décrire les façons de voir et de les saisir, comme était Hoffmann. Voilà, justement, ce travail, je l'ai fait sous la direction de Ulrich Stadler à l'époque, qui est un grand spécialiste des instruments optiques et des façons de voir. Donc ça, c'est une chose qu'on peut travailler, je pense. Et la littérature, comme tu l'as dit, Michele, donne un lieu pour ça. Ça, c'est une chose. Mais là, ça devient le sujet, la façon de voir. Et ça, c'est très intéressant, on peut le comparer, ça change des paradigmes, ça change aussi des cultures. J'ai beaucoup travaillé sur Chamoiseau, une enfance créole. Il montre une autre façon de parler, le créole, tout en le mettant en relation avec le français métropolitaine. Et il y a aussi des différences de façon de voir. Donc, on peut quand même imaginer que les différentes cultures, pour revenir à la diversalité, n'ont pas la même façon de voir. Et les époques n'ont pas la même façon de voir. Donc là, il y a beaucoup de potentiel de différenciation et aussi de ce que dit un texte peut dire, à part la peinture, un texte littéraire sur la perception. Et je pense que c'est très important. Les autres corpus, j'ai beaucoup travaillé sur les contes, tu l'avais dit, Sarah. Les contes ont très souvent des images. Je dis jamais illustration. Ce mot, il est banni. Je l'ai aussi expliqué déjà avec Eva Geliasted, qui est d'accord d'ailleurs, qui travaille beaucoup sur les illustrations. Il a dit tout à l'heure, Sandra aussi, c'est un rapport de soumission, de dire c'est comme la traduction. Illustrare, ça veut dire on illumine, mais autre chose. Et l'image, en fait, quand on voit les contes, j'ai analysé, tout ça c'est dans mes publications, vous trouvez sur page personnelle Uniscience, ces images qui détrompent, une analyse assez microscopique du manuscrit de Perrault pour les contes qui sont devenus les histoires aux contes du temps passé, avec des moralités, long titre, et il est aussi emblématiste. Il travaille à la cour de Louis XIV. Charles Perrault, c'est pas un rigolo qui a été à la campagne, comme on l'a toujours dit, rassembler des contes avec son fils. C'est toute une scénographie, en fait, mais ça n'a jamais été le cas. Mais c'est un emblématiste. Il met tout au début, c'est un recueil d'apparats qu'il offre of all people, à la fille de Louis XIV, à la nièce de Louis XIV, Marie... comme ça s'appelle, Charlotte d'Orléans.
Élisabeth Charlotte d'Orléans. Et en fait, c'est un emblème qui donne en fait un programme de lecture avec 2 poutis, enfin c'est emprunté, c'est un miroir, c'est très compliqué, mais c'est vraiment un programme de lecture qui donne. Après, il y a le frontispice qui montre une scène d'une vieille qui raconte à quelqu'un qui est assis là, etc. Donc il y a des images extrêmement stratégiques, extrêmement programmatiques, puis après il y a chaque conte a une vignette. Et j'ai analysé cette suite de vignettes, et c'est à partir du manuscrit. On ne s'était jamais vraiment préoccupé de ça. Hein, c'est vraiment le manuscrit, il est à la Pierpont Library à New York. Et là, on voit que Perrault, et je l'ai essayé d'expliquer, il met une image, ces images qui trompent et qui détrompent. Et très visiblement, l'image, la Belle au bois dormant, elle est dans le lit de baldaquin, il y a le prince qui est là avec un grand manteau et il prend sa main, vous vous souvenez, la Belle au bois dormant, ah mon prince, vous vous êtes fait attendre, etc. C'est cette vignette. Mais en fait, quand vous lisez le conte, ça ne correspond pas du tout, ce n'est pas un prince charmant, et quand on lit vraiment en détail, il le dit à Mademoiselle, il faut lire ses contes avec pénétration, on voit que c'est un leurre. Hein, que cette idylle du prince charmant, c'est faux. Hein, et on lit ce conte, on met ça en image, on voit que cette image, c'est un trompe-l'œil, réellement. Hein, et je ne vais pas vous faire toute la description, mais c'était simplement pour dire, il comprend que cette image, l'emblème, déjà l'emblème avec le médaillon, donne des indications pour lire ces textes avec pénétration. Hein, donc, il dit, si vous lisez ces textes et regardez les images avec pénétration, vous allez en tirer une morale très sensée. Et en fait, c'est une morale subversive hein, qu'on ne pouvait pas déclarer. Oui, Sarah. Non, je voulais, c'est très tard et je voulais aussi vous remercier et ouvrir la conversation. Oui, tout à fait. Parce qu'on a juste encore une remarque, je n'ai pas encore parlé. Oui. Juste encore, s'il te plaît. Je voulais juste revenir parce que j'avais une question, Marco sait laquelle. Hein. Je voulais dire, donc, littérature comparate donne cette possibilité, dit ça, et visualita, comme je dis, rendre sensible, rendre dissible, rendre visible, mais aussi le titre Sull'orlo del visibile parlare, donc j'avais déjà remarqué, et puis avec la discussion, magnifique discussion avec Mario Botta hier, et puis c'est un titre de Giovanni Pozzi, un magnifique livre, et le livre s'appelle Sull'orlo del visibile parlare. Hein, et il me semblait que ce titre, et puis justement j'ai demandé à Marco, tu as dû faire à dessein de ne pas mettre ce mot. Ce mot permettrait quand même de lier exactement visibile et parlare, hein, et ça vient en fait d'un syntagme de Dante, visibile et parlare, hein, qui décrit les bas-reliefs dans le purgatoire, et c'est l'idée de Dante, hein, il y a cette union del visibile parlare. Et il me semblait que ça c'est une question aussi pour tout le colloque. Est-ce que je sais que tu voulais attirer l'attention sur l'effet de visible, et c'est juste parce que c'est de ça qu'il s'agit. Hein. Il s'agit d'approcher ce phénomène du visible et de le mettre en relation avec le dissible. Mais je me demande si il n'y a pas aussi dans le titre de Pozzi, justement, cette injonction de mettre ensemble, de les mettre même collés, del visibile, sull'orlo del visibile parlare. Hein, ça, c'était une question juste pour embrasser un petit peu le projet du colloque et cette relation entre visible et dissible. Et encore juste une dernière remarque, et je te laisse disposer, Sarah. Je travaille beaucoup sur Syntex, et j'ai beaucoup travaillé sur Le Petit Prince et toute l'œuvre graphique de Syntex. C'est incroyable. Et il dit toujours, Syntex,
je veux rendre visible l'invisible. Et vous connaissez le fameux devenu aphorisme, l'essentiel est invisible, c'est que le cœur qu'on peut voir, etc. Mais Saint-Ex, il lutte d'une façon incroyable, acharnée. Il a une nouvelle perspective, c'est un des pionniers de l'aviation. Il a écrit des textes incroyables. Il veut nous faire sentir comment c'est de voler, c'est-à-dire d'avoir cette perspective totalement nouvelle du surplomb. Il met d'ailleurs le Petit Prince toujours, c'est le Petit Prince, c'est lui enfant en quelque sorte, il le met toujours sur les pointes des montagnes. Mais il lutte parce que c'est une expérience encore insolite. Et comment et puis pour lui, ça voulait dire rendre visible. Et pour lui, sans arrêt, c'est rendre visible. Je veux rendre visible, je veux rendre visible. Aussi, il a eu il a fait des choses, des expériences extrêmement insolites. Comment? Et puis il utilise le dessin dans Le Petit Prince, mais pas seulement. Il utilise le dessin en complément, comme un indice, pour renvoyer à ce qu'il a écrit. C'est extrêmement subtil. Bon, juste ce que je voulais dire, sur le plan de la création, on voit une vraie collaboration, même dans le texte, une vraie collaboration où on veut faire agir deux potentialités, voir et parler. C'est comme voir et sentir. C'est deux potentialités de l'humain. Et l'écrivain ne va pas renoncer à décrire ce qu'il voit, mais je pense que le dialogique et la façon de collaborer, même si c'est pour les déjouer, comme le fait Perrault, ou pour montrer l'heure qui est là derrière, il y a quand même un vrai, dans l'écriture maintenant, dans la critique, c'est vrai que ça a été opposé, mais il y a cette incroyable inventivité de les orienter, ces deux expressions humaines, de les agencer pour qu'elles agissent ensemble, pour le visible et pour le visible. C'est en gros, c'était juste pour dire. Ouais. Mais on va discuter maintenant. Non, peut-être on peut. Non, c'est très tard. Et non, je vous remercie pour cet exposé très riche. Il y a beaucoup à réfléchir. Il y a beaucoup de problèmes qui, à mon avis, restent ouverts. Mais d'abord, je voudrais donner la parole à vous et interagir de manière donc horizontale avec Liliane et Ute. Si vous avez des questions, ou je peux aussi, je viens d'une domaine de recherche très différent, donc j'avais énuméré une série de questions qui, à mon avis, restent ouvertes, mais peut-être c'est trop tard pour en discuter. On a déjà un peu échangé par mail, et donc peut-être si vous avez des questions, non, d'accord, mais je vais. Peut-être. Il y a Sophie, Josie. Merci beaucoup à toutes les deux. C'était passionnant de vous écouter. Je suis désolée, j'ai une question un peu large. Enfin, c'est pas. Je réfléchissais à ça en vous écoutant toutes les deux. Je ne sais pas si on peut en faire quelque chose ou pas. Si c'est pas le cas, vous laisserez tomber et on passera à une prochaine question. Mais sur la question de les deux potentialités de l'humain, parler, voir. Depuis hier déjà, je me disais qu'il y avait quand même une différence fondamentale, et ça explique peut-être aussi cette espèce d'iconoclasme parfois. C'est que voir semble être nous paraît être quelque chose d'inné. Et donc, de par le fait que c'est inné, on pense que regarder aussi est inné, alors qu'il y a un saut, évidemment, il y a un apprentissage du regard à faire. Mais comme le langage, de toute façon, l'idée d'apprentissage est beaucoup plus fortement reliée à la parole et au langage
que à la question du voir, parce que justement on pense que le nouveau-né ouvre les yeux et il voit, certes, mais ça ne veut pas dire que pour autant il regarde et qu'il sait voir. Mais je pense quand même qu'il y a quelque chose de cette fausse idée qui persiste dans la façon qu'on a d'aborder les productions visuelles, l'espace visuel et les productions du langage. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, moi je pense, si je peux juste rebondir, parce que je pense que c'est totalement vrai. D'ailleurs, tu l'avais dit, la cognition maintenant doit intervenir aussi, de savoir comment ça marche. Mais le cerveau, comme on travaille avec la Fondation Spiri beaucoup sur les littératures d'enfance, Laetitia Bolzani, qui est une des grandes spécialistes, elle nous rapportait que les enfants, en tout cas jusqu'à 6 ans, quand on leur lit une histoire, ils voient les images et que c'est une histoire avec un personnage souffrant, les enfants, ils embrassent l'image. C'est-à-dire, ils croient que c'est le personnage. Ils ne voient pas que ils ne comprennent pas encore que c'est une représentation. Et je trouvais ça extrêmement intéressant. Et ça montre, en fait, c'est qu'ils entendent l'histoire, voilà, ils voient l'image, c'est un petit garçon, une petite fille qui souffre, qui a une difficulté. Ils l'embrassent, ils veulent approcher le papier. Et donc, il y a je pense, pas seulement voir, mais il y a comprendre que c'est de la représentation. Ça, c'est vraiment un processus qui est soumis à l'apprentissage. Ça, c'est des fonctions du cerveau. Je crois que tu as raison. Il faut absolument que ce soit pris en compte comme l'apprentissage du langage, que le voir est aussi un processus d'apprentissage, et dans la finesse, dans la différenciation, et aussi dans les paradigmes qu'on intègre ou pas. Les couleurs, on sait. Les couleurs. Oui, et de toute façon, il faut qu'on distingue entre voir, regarder, et en anglais, on a gaze, qui est intéressant, et les enfants voient, mais on leur apprend à regarder. C'est-à-dire à détailler ce qu'est une image, et petit à petit, nous-mêmes, nous avons appris comment fonctionne une image, ou si on reste dans l'art figuratif traditionnel, mais comment est construit un tableau, comment il marche, quels sont les équilibres. Et très souvent, quand on va dans les musées, on voit des écoles avec des petits. Et je me souviens d'une fois où j'étais au Louvre, et puis il y avait des petits, et il y avait l'instit, professeur des écoles, qui leur disait, bon alors, où est-ce qu'il y a du rouge? Alors ils regardent là, là et là. Alors, pourquoi vous croyez qu'il y a du rouge à ces endroits-là? Et là, on fait ça. Donc, et elle leur apprenait à repérer dans un tableau, non pas rester d'une manière très passive, mais active, en regardant où étaient les lignes de force, où étaient les couleurs. Là, on travaille sur les couleurs, on travaille sur la construction. Donc quand on dessine soi-même ou quand on travaille soi-même, ça, on sait le faire. Et aussi sur la matière. Et j'en ai vu au musée d'art moderne aussi de la ville de Paris, face à des tableaux de Picasso ou Braque, c'est-à-dire de cette époque-là, et de leur apprendre à voir qu'est-ce que c'était, comment ça fonctionne, de quelle manière. Et là, ils apprennent à regarder. Parce que le trajet du regard, des images, on le sait comment c'est, l'œil bouge face à un tableau. Donc c'est tout un apprentissage. Et il y a dans les écoles, il y a des professeurs des écoles qui savent bien faire ça. C'est toute une formation. Donc ça, c'est important. Et c'est une très bonne question parce que par rapport à ça, ça peut être traduit, transposé dans un texte. Et ça, on le trouve tout de suite. Je pense à un passage de Henry James dans Les Ambassadeurs, où il voit arriver les deux personnages principaux, Madame de Vionnet, dans le bateau. Et donc, il voit d'abord, comme les impressionnistes, des touches de couleurs, des touches d'ombre et de lumière, puis il finit par identifier les personnages qui révèlent quelque chose, évidemment. Et donc, à la fois, nous, spectateurs plus avertis que les petits bouts de chou de 6 ans ou 7 ans, nous reconnaissons une manière d'écrire une scène en faisant un tableau
avec ce que j'ai appelé l'effet tableau dans les façons, c'est-à-dire que tout d'un coup, ça devient un tableau que nous reconnaissons et que nous identifions. Et c'est ces surprises-là qui sont intéressantes. Comme Virginia Woolf dans To the Lighthouse, le bœuf en daube, où au début, on lit la traduction, on lit la description, et je me suis dit, oh là là, là, il y a un tableau là-dessous, il y a un tableau. Et après, tout d'un coup, dans la description vient like a picture. Et là, à ce moment-là, on voit, elle parle d'ailleurs de Velázquez et tout ça, et puis on a quelque chose qui se met en place petit à petit. Donc là, il y a une connaissance que nous avons d'histoire de l'art, qui vient en plus. Mais les enfants apprennent très très vite, très vite. Il n'y a aucun problème de ça. Donc moi j'ai une question qui regarde un problème dont on a déjà un petit peu discuté, et c'est la question du corps et la prise en compte, je dis, du grand absent des études comparatives. Que les études intermédiaires cherchent en quelque sorte à réintégrer, et vous l'avez bien démontré. Donc c'est le corps. Et on se demandait quel corps, et je dis l'interaction entre plusieurs corps, au-delà du corps du texte, longuement commenté ici. Les corps, par exemple, de l'énonciateur, du créateur, de la caractéristique du personnage, de l'analyse du critique, et nous, en tant que corps académique, Adriana Cavarero, corps social, aurait beaucoup à dire sur ce sujet. Sophie Jossy, ce matin, a utilisé cité, dans une citation, a utilisé le terme épluché. Je me suis rappelée à une citation de Virginia Woolf on Being Hill. We cannot separate us from the body like the sheath of a knife or the pod of a pea for a single instant. Et donc, considérer le corps dans sa nature physique et virtuelle, ça devient gros problème. Et il convoque des questions liées au positionnement, posture, le concept de positionality, qui nous interroge en tant que chercheurs et chercheuses. Et à cet égard, le comic graphic novels, graphic essay présenté par Ima nous interpelle, et qui concerne avant tout cette prise en compte de l'absence du corps de Et les affects aussi Ouais. sont là. Et dans le livre dont je parlais, The Life of Shadows, dedans c'est absolument sidérant, parce que par moment il y a une description de parfum et on en vient à sentir le parfum. Parce qu'il y a les sens. Quand je parle du corps, je parle des sens. Il y a la musique, il y a les yeux, il y a, voilà. Et là, les parfums viennent dans cette maison, et les souffles, les courants d'air. Et en lisant, on a l'impression de sentir les courants d'air. Et il faut en tenir compte. C'est ce que je disais aux étudiants. Enfin, quand on a un corps, on réagit à un texte. Hein, les affects. Mais dans les textes littéraires, ça a été considéré. Comme dans la description de l'espace où on se positionne pour avoir cette vue. Il y a aussi Guillemette Bolland, par exemple, de Genève. Elle travaille sur la kinesthésie, les figures, je ne sais pas si tu la connais. Voilà. Théâtre, oui, mais vraiment comment un personnage bouge et traverse l'espace, c'est extrêmement important. Le corps, même les mimiques de visage. Il y a quand même des analyses qui sont faites, mais je trouve juste, on avait correspondu et elle me dit, ah oui, est-ce que tu penses de la présentation du corps? Mais j'ai dit justement, quel corps? Le personnage, le narrateur, etc. Il faut là encore différencier. Mais je pense dès qu'il y a description de l'espace, oui, mais je pensais plutôt aux questions, les éthiques posturales. Oui, dans la posture, c'est dans un concept de Jérôme Mézot, notamment, déjà de
D'accord, merci. Et si vous avez des autres questions Ils sont fatigués. Marco? Ah, oui. Donc, merci à toutes et à tous. On a passé de très belles journées, très intenses, très vraiment. riches. On a Merci à beaucoup tout le monde. travaillé. Et donc, merci aux Apprécié. organisateurs, à l'association. Et peut-être vous avez une réunion maintenant. Je ne sais pas C'est si même pas Marco veut peut-être, prendre. c'est sûr. Je ne sais pas. Je pense qu'ils ont une réunion. Dico solo una parola di ringraziamento, gli ringraziamenti ufficiali li abbiamo fatti in precedenza, adesso bisogna fare i ringraziamenti a chi è stato qui, a chi ha presentato e da ultimo in questa tavola rotonda ho apprezzato davvero lo spirito con il quale ci si è messi a disposizione del tema del convegno. Non spetta a me dare un'interpretazione ufficiale di questo titolo, magari è una cosa che riserviamo per gli atti, e la cosa appunto importante che voglio dire è che grazie all'associazione il prossimo numero monografico della rivista Colloquium Helveticum raccoglierà gli atti di questo convegno, quindi invito coloro che hanno presentato e ovviamente anche i partecipanti alle tavole rotonde a tenersi pronti, perché ci faremo vivi con una richiesta di un testo. Sarà ovviamente plurilingue come lo è stato questo convegno. Dicevo, è un sentimento di gratitudine il mio per tutti i presenti, per la disponibilità rispetto al tema e anche a mettersi in dialogo. La cosa bella è stata anche e soprattutto la ricchezza degli interventi durante i dibattiti, e poi questi interventi che tracimavano verso le pause caffè e le cene. Questo è per noi un grande successo. Quindi davvero grazie a tutti, merci à tous et à toutes. On se voit l'année prochaine, je crois. Vielen Dank. Wir treffen nächstes Jahr e a presto, grazie. Rimangono ovviamente i membri dell'associazione. Per tutti gli altri appuntamento alle ore 20 al ristorante Rialto dell'Hotel Lido Seegarten. Grazie a tutti e a tutte.